Dans cette vidéo, je t'ai expliqué ce que c'est que l'ingénierie pédagogique et je vais t'en donner les bases. Pour ça, on va aller voir dans le détail ce qu'est un savoir, un savoir-faire et une compétence. Et pour chacune de ces trois modalités, on regardera comment l'enseigner et comment l'évaluer. L'ingénierie pédagogique, c'est quoi? C'est ce qui te permet de construire un parcours d'apprentissage dans un écosystème d'apprentissage. En fait, c'est tout ce qui va te permettre de faire apprendre les enseignants dès que tu sors de l'enseignement simultané. En enseignement simultané, ton rôle, c'est d'enseigner et après, l'apprentissage, c'est le boulot des élèves. De toute façon, il n'y a pas besoin d'apprendre parce que si tu enseignes, ils apprennent. C'est le paradigme de l'enseignement simultané. Dès que tu sors de ce paradigme-là, que ce soit par exemple parce que tu as une classe hybride ou parce que tu as une classe adaptative ou parce que tu es en distanciel, la question, c'est plus tellement qu'est-ce que tu enseignes, mais qu'est-ce que les élèves apprennent. Et tu vas te débrouiller pour mettre à disposition des élèves ce que tu veux leur transmettre de façon à ce qu'ils puissent l'apprendre de façon facile. Si tu veux, l'ingénierie pédagogique, c'est ce qui te permet en fait de faire ton buffet où les élèves vont pouvoir piocher pour faire leur parcours d'apprentissage personnalisé. Avant de passer à la suite, je te rappelle que ça ne sert à rien de prendre des notes parce que cette carte mentale-là, tu peux la télécharger via le lien en description. Donc, on va commencer par les savoirs. Les savoirs, c'est quoi? Les savoirs, c'est ce qu'on appelle les savoirs déclaratifs, c'est-à-dire que c'est rangé dans la mémoire sémantique, d'accord? C'est-à-dire qu'à long terme, on a des mots qui sont associés. Donc, la mémoire, les savoirs, en fait, sont associés à des mots. On va pouvoir le tester, par exemple, quand on demande aux élèves, donne-moi le théorème de Pythagore ou comment est-ce qu'on dit chat en anglais. Donc, on est vraiment sur la déclaration. Ça se remplit, quand ça se remplit, la mémoire sémantique se remplit. Donc, ça s'enseigne soit par une vidéo, voilà, ou un cours écrit, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment, quand on fait cours, on remplit la mémoire sémantique, c'est-à-dire qu'on va transmettre des savoirs. Alors, il ne suffit pas de l'enseigner, il va falloir qu'on le fasse passer, via des vidéos, des cours, etc. Mais il va falloir aussi que les élèves le travaillent. Comment ils vont le travailler? Et ils vont travailler avec des QCM, du testing, soit de l'autotesting, soit du testing croisé, etc. Ou ce qui marche très bien, c'est des flashcards. Donc voilà, donc toutes les choses, on dit, ça il faut qu'ils le connaissent, ça il faut qu'ils le connaissent, ça il faut qu'ils le connaissent. Ça peut être les définitions, ça peut être voilà, beaucoup de définitions en fait, beaucoup de vocabulaire, quelle que soit la matière. Mais il va falloir le faire en vidéo, ça marche beaucoup mieux comme ça à distance. Donc les savoir-faire maintenant. Les savoir-faire, ça va être les choses, savoir-faire, comme le nom l'indique, et ça va être lié à la mémoire procédurale. Pour une mémoire procédurale, c'est par exemple la mémoire qui fait qu'on sait faire du vélo. Vous vous rappelez, au moment où on apprend à faire du vélo, notre cerveau est rempli, attends, il faut que je passe la pédale, etc. Et puis maintenant, on sait le faire en arrière-plan, on a plus besoin de penser. C'est parce que c'est passé en automatisme. La mémoire procédurale, une fois que ces choses sont entrées dedans, c'est passé en automatisme. Donc là, il y a beaucoup de choses, des automatismes qu'on veut faire passer aux élèves. Attention, faire passer un automatisme, c'est très long. Ça demande beaucoup de travail. Donc, on ne peut pas le faire avec toutes les parties du programme. Donc, il faut bien cibler les automatismes qu'on veut passer. Les automatismes, ça s'enseigne comment? Ça s'enseigne via des exercices corrigés. Donc, quand on fait des séquences d'exercices, ce qu'on cherche à faire, c'est faire passer justement des notions de savoir-faire. Et je mets le terme modelage, qui est un enseignement explicite, c'est-à-dire que ce qui marche bien, c'est de faire des exercices en disant tout ce qui se passe dans ma tête de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on fait l'exercice, mais on ne donne pas la réponse. On dit mais alors j'ai tel mot, ça me fait penser à tel cours, ça me fait penser à telle notion, tac, 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 tac. Si vous voulez, sur ma chaîne, pour mes élèves, je fais des exercices corrigés en mode modelage et vous allez voir que pour 3 questions, je mets 20 minutes parce que je dis tout ce qui se passe dans ma tête. Donc ça permet d'enseigner les savoir-faire. Et l'élève, il va le travailler comment? Il va le travailler en faisant ce qu'on appelle de la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est-à-dire que choisir un savoir-faire et le faire c'est comme les gammes, quoi. C'est des gammes du piano. On va faire les choses, mais il faut bien qu'il ait en tête. Par exemple, si je veux faire une séquence de gammes sur le théorème de Pythagore, il faut bien que l'élève sache, ok, je vais apprendre à appliquer le théorème de Pythagore. Et donc, on va lui donner une liste d'exercices avec applique le théorème de Pythagore pour trouver ça, applique le théorème de Pythagore avec plein de formes différentes. Et il peut chaque fois vérifier avec la correction. Il faut que la correction soit automatique et autocorrective. Donc, faut pas corriger les copies de tout le monde, il faut juste leur donner la correction. Avec idéalement les critères. On sait aussi s'il y a telle chose qui est faite, s'il y a telle chose qui est faite, et pas juste le résultat si vous êtes dans une matière scientifique. Ça, c'est pour savoir-faire. Il y a aussi, donc, la troisième, les compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est comment on va utiliser ces savoirs et ces savoir-faire dans un contexte nouveau. Pour reprendre le théorème de Pythagore, si on veut l'enseigner au niveau savoir, on va dire, l'élève, on va demander, c'est quoi le théorème de Pythagore? Il va dire, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés.
Ok, dans un triangle rectangle. Les savoir-faire, ça va être ça, on va dire applique le théorème de Pythagore pour trouver la longueur de l'hypoténuse. Et en compétence, on va lui dire, j'ai un champ de 5 mètres sur 4 mètres et je veux en prendre la moitié en coupant sur la diagonale. Quelle longueur de clôture il me faudra? Donc là, on ne dit pas le mot Pythagore à l'élève, c'est à lui de le trouver et ça va être à lui de mettre en place, de penser au théorème de Pythagore et à l'utiliser. À noter qu'il peut très bien ne pas avoir l'automatisme, savoir faire Pythagore, juste le connaître et avoir une notice ou un cours et le faire à côté. D'accord? Donc ça, c'est pas forcément dans ce temps-là. Il y a des fois, on peut aller aux compétences sans avoir les savoirs et savoir-faire, savoir. Donc, comment ça se travaille? Ça se travaille comme c'est sur un contexte nouveau, ça se travaille sur des contextes nouveaux et des tâches complexes. D'accord? On va demander aux élèves de faire des choses, d'utiliser ces savoir-faire qu'on a vu en cours sur des choses nouvelles. Donc, ça, c'est comme ça que ça s'enseigne. D'accord? Maintenant, comment l'élève va le travailler? Lui, il va le travailler. Les compétences, ça ne peut pas se travailler tout seul. Il faut forcément avoir, on sorte de notre tête pour aller, confronter ce qu'il y a dans notre tête par rapport à ce que une autre personne a dans sa tête. Et donc, ça passe forcément par le travail de groupe. Et donc, le débat socio-cognitif, on ne peut pas travailler une compétence tout seul. Donc, en distance, il faut bien faire attention à, si vous voulez faire passer des compétences aux élèves, il va falloir qu'ils trouvent des gens avec qui faire ce travail en groupe. Donc, probablement en synchrone, après pas forcément avec vous, mais voilà, il va falloir trouver des solutions. Et comment ça s'évalue? Ça, on le verra sur le module sur l'évaluation, mais ça s'évalue de manière positive, c'est-à-dire que quand on est en tâche complexe, quand on voit qu'un élève sait faire quelque chose, on va le valider à ce moment-là. D'accord? Vraiment en évaluation positive. L'évaluation positive, ça aide aussi à l'élève à voir ce qui est demandé, parce que du coup, il a les critères, il sait que pour être validé, il faut ça, ça, ça. Et du coup, il va pouvoir travailler dans cette logique de savoir qu'est-ce qu'il travaille. Alors, c'est très rapide, là, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que moi, bien évidemment, je suis prof de sciences au lycée, donc j'ai beaucoup de savoir-faire, qui vont naturellement des compétences, mais quelles que soient les matières, ça, savoir-faire, compétences, ça ne vient pas des matières, ça ne vient pas des didactiques, des disciplines, ça vient des cerveaux des élèves. D'accord? Les élèves, ils ont une mémoire sémantique et une mémoire procédurale. Donc, même si vous êtes dans une autre matière, il va falloir découper comme ça, parce que ce découpage, il ne correspond pas à la didactique, il correspond au cerveau des élèves, et les élèves ont tous le même cerveau. Et il y a des matières où il y aura peu de savoir-faire et beaucoup de compétences, et inversement, ça va dépendre. Par exemple, en langue, il y a un peu de savoir, pas mal de compétences et souvent peu de savoir-faire. En lettres, surtout au lycée, il y a un peu de savoir-faire, mais il y a aussi beaucoup de compétences et de savoir. Voilà, donc en fonction de votre discipline, l'équilibre ne sera pas le même, c'est pas un problème. Par contre, il faut bien savoir, au moment où on veut enseigner ça, se dire est-ce que c'est un savoir-faire, une compétence, et mettre en place la modalité pédagogique qui correspond. Parce que souvent, quand on veut faire passer des compétences, on fait des exercices auto-corrigés, mais ça, c'est du savoir-faire, par exemple. Et en fait, ça marche mal. Alors, en présentiel, on s'arrange. En distanciel, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être carré. Si tu connais déjà mon travail, tu remarques que les modalités d'évaluation que je te donne ici, ce sont celles de l'évaluation constructive. Et ça, c'est par hasard. C'est bien parce que l'évaluation constructive se calque sur les modalités de l'ingénierie pédagogique, qui elle-même se calque sur la façon dont la mémoire des élèves fonctionne et donc la façon dont ils apprennent, que cette évaluation est aussi efficace pour faire apprendre les élèves. Et même pour faire apprendre tous les humains qui ont un cerveau, parce que je l'utilise aussi en formation d'adultes. Alors, je t'encourage à aller voir cette vidéo dans laquelle je t'explique ce que c'est que l'évaluation constructive un peu dans le détail, ce qui te permettra d'apprendre à la connaître si c'est la première fois que tu en entends parler, ou à te rafraîchir la mémoire et à te mettre les idées plus claires si jamais tu connais déjà un petit peu.